Voilà, on est en ligne. Après moult et moult petits soucis techniques, nous y sommes. Donc, je disais, bonjour Émilie, merci pour ton temps et ta générosité, puisque tu as trouvé un petit temps malgré les fêtes, puisqu'on est déjà le 30 décembre 2020. Et merci donc à toi d'être présente sur ce live. Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. En tout cas, c'est avec vraiment un grand plaisir que je vais vous partager tout ça. Et voilà, merci pour l'initiative. Oui, avec plaisir. Donc, je vais commencer par une série de questions. Bon, on va faire chaque question évidemment dans l'ordre et en fonction de tes réponses. Et nous allons enchaîner donc les questions. Et ensuite, dans un second temps, nous allons tout simplement. Ah, il y a eu un petit souci. Dans un second temps, nous allons laisser la parole aux personnes qui sont actuellement en ligne et qui auront évidemment des questions à te poser. Alors, déjà, il faut savoir que Émilie, qui est ici présente, donc là, tu es en France métropolitaine, c'est bien Oui, ça? oui. Voilà, pour les fêtes. Donc, Émilie s'est installée, donc je fais un petit récapitulatif pour les personnes qui ne te connaissent pas. Qui es-tu? Tout simplement, Émilie est une personne, une Française qui s'est installée au Mexique il y a 3 ans. Et donc, nous allons découvrir un peu plus sur Émilie, ce qu'elle fait, et puis évidemment le titre de cette interview est le récit d'un voyage initiatique et holistique au Mexique. On va tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, Émilie, pourquoi le Mexique? Alors, on va dire que c'était pas du tout prévu. C'était pas une initiative, on va dire, directe de ma part de partir là-bas. Tout simplement, je suis chiropracteur de formation et j'ai voulu faire une spécialité chiropracteur vétérinaire. À ce moment-là, cette formation-là m'a offert l'opportunité de réaliser mes pratiques au Mexique. Voilà, donc je l'ai pris vraiment, c'est génial. Je vais au Mexique, voilà, je parle espagnol, donc je dis ça va être vraiment une super expérience, mais vraiment en mode c'est les vacances. Et une fois arrivé là-bas, ça n'a pas été la même. C'est-à-dire que énergétiquement, physiquement, corporellement, tout ce que vous voulez, tous les sens ont été. J'ai posé un pied là-bas, mais j'ai été aspirée par le Mexique totalement. Je suis sortie de l'aéroport, je me rappelle cette chaleur, cette humidité a coupé le souffle parce qu'on n'a pas ce climat chez nous. Et là, à partir de là, j'ai dit bon, il y a déjà quelque chose de grand qui est en train un peu de se jouer. Et à partir de là, petit à petit, donc j'ai avancé dans ma formation qui durait donc sur 2 mois. J'étais partie pour 2 mois là-bas. Et peu à peu, je me suis dit, ah, mais c'est pas mal et c'est sympa. Et puis, je me suis sentie aspirée et connectée vraiment avec cette terre. Il y avait une culture, il y avait une mémoire qui faisait tellement écho à moi. Et je n'aurais jamais imaginé ça parce que c'était pas du tout prévu au programme. Moi, j'avais planté, voilà, très dans le contrôle, bon, comme beaucoup de gens, je pense que se reconnaîtront, mais je vais faire ça, je vais rentrer, j'ouvre mon cabinet, je fais ci, voilà, tout bien planifié. Et puis, ça a bouleversé ma vie totalement, ce premier passage au Mexique. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. Vraiment, après la loi aussi de la manifestation, de tout ça, je dis, ah, ben, c'est sympa. Mais je ne pensais pas que le Mexique allait m'aspirer autant, parce que là, une semaine avant de repartir en France métropolitaine, je reçois un appel. Oui, bonjour, j'ai du travail pour vous, ça vous intéresse? Ok, c'est parti. J'ai pas réfléchi en 2 heures de temps, j'avais pris ma décision et puis voilà, parti pour l'aventure au Mexique, qui n'était absolument pas prévu. Mais la force des choses et donc j'ai appris avec le temps, voilà, mais que le Mexique était là vraiment. Je sentais déjà pour m'apprendre beaucoup de choses, pour m'apprendre, je pense, me reconnecter à moi-même et me faire me découvrir moi-même et vraiment avancer sur mon cheminement personnel. Mais la force dans laquelle ça m'a figée là-bas est impressionnante. Est impressionnante. Oui, alors justement, donc on a dit, enfin j'ai annoncé au début que tu t'étais rendu au Mexique il y a 3 ans, donc c'était en 2017, si mes calculs sont bons, c'est bien ça, 2017? Oui, donc voilà. Donc Oui, 2017. Et alors, juste, parle-nous des lieux énergétiques. oui, oui, D'ailleurs, il y a. 2017. La première Oui, année, j'étais sur Mérida. Donc moi, je suis arrivée au Mexique, dans le sud du Mexique, ce qu'on appelle la péninsule du Yucatan, donc qui regroupe la région Yucatan, Quintana Roo. Donc la source et la base de tous les Mayas, on va dire. C'est là où les Mayas ont été. Et il y a une civilisation
donc très ancienne et ancrée. Ah, nous avons été... donc, Émilie est partie. Alors, restez en ligne. Déjà, merci les personnes. Donc, Sabrina, je vois aussi Maria qui est là. Ah, voilà. Émilie est revenue. Alors, je vais la remettre. Voilà. Parfait. C'est bon? Tu me reçois, Émilie? Oui. 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 En fait, on a été coupé, mais ce n'est pas grave. Alors, on va repartir sur l'endroit où tu t'es installé il y a 3 ans, en 2017. Peu entre... Ah, ça coupe. Je pense qu'au niveau de ton réseau, est-ce que tu m'entends? Ça coupe. Oui, oui, ça coupe. Oui. Il y a l'énergie là, qui circule. Alors, oui, bah, juste. Donc, je disais 2017, voilà, c'est ça, on en était là. Alors, cette première année a été, j'ai été basée sur Mérida, qui est donc dans la péninsule du Yucatan, donc le berceau des Mayas quand même sur l'époque. Et puis j'ai commencé à découvrir, un peu à explorer la région et à connecter. Et ce désir vraiment et cette obligation presque, me sentir obligée d'avancer sur ce cheminement personnel m'a fait découvrir beaucoup de thérapies holistiques, beaucoup de chamans, beaucoup de cultures sur place, de comment eux aborder ce monde un peu holistique, ce monde énergétique. Et donc, je me suis vite rapprochée dès la première année des registres akashiques. Donc qui a été une totale découverte et qui au fil du temps de thérapie en thérapie, je pense que voilà, c'est déjà une base de se soigner soi-même pour pouvoir après aider les autres. Non, déjà de par mon métier, je touchais les gens tous les jours, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre qui bouillonnait un petit peu plus et cette connexion aussi que j'avais au final depuis longtemps, on va dire un peu avec le divin aussi, la connexion, elle s'est réveillée clairement là-bas. Donc, les registres akashiques se mettent en place. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je suis thérapeute aussi de lecture akashique. Et tout ça a été une cascade d'événements et surtout de cheminements personnels qui m'ont permis de grandir vraiment. Donc, en parlant de grandir, il y a eu énormément comme beaucoup de gens pourraient dire, d'erreurs ou d'échecs. Mais c'est dans l'échec que j'ai pu rebondir et apprendre énormément. Donc, c'est face à l'épreuve vraiment que j'ai pu me retrouver et me trouver, tout simplement. D'accord. Alors, maintenant, on va parler un peu plus en profondeur des énergies du lieu, puisqu'on est vraiment dans tout ce qui est holistique. Donc, on va vraiment parler des énergies du lieu, et puis énergie cornaline aussi s'y prête, hein. Alors, est-ce que tu as des anecdotes sur ces lieux où tu es parti, sur ces lieux mystiques, entre guillemets, hein, évidemment? Alors, voilà, le voyage touristique commence là par la visite souvent des lieux donc très cultes. Le plus connu est Chichén Itzá, qui regroupe vraiment pour eux le Quetzalcoatl, la culture maya, c'est une des 7 merveilles du monde, donc voilà. Et cette région étant tout près. Et c'est vrai que ces lieux-là, donc j'ai eu la chance aussi de visiter ce qu'on appelle la route à Puc, qui est vers Uxmal. Uxmal étant au-dessus de Mérida vers Campeche. Et là, dans ces pyramides-là, qui sont au final moins connues que, par exemple, Tulum, Coba, Palenque, qui sont des zones touristiques grandes mais connues, dans des zones comme ça, on a pu avoir la chance de parcourir voilà, en voiture et de s'arrêter sur les lieux. Et un jour, on arrive sur une pyramide. C'était tard, c'était déjà 5 heures, ça allait fermer. Le monsieur, il nous a dit, mais venez. Et on a eu droit à une visite guidée comme ça du résident, enfin de la personne qui vivait sur place. Et tu le voyais passionné et vraiment ancré de sa culture surtout et de cette mémoire qu'il y avait sur le lieu. Et là, il nous a dit, on ne s'y attendait absolument pas, mais vous pouvez monter en haut. Alors que normalement, à l'heure actuelle, c'est interdit de monter sur les monuments, à part il n'y en a que 2, je crois qu'on peut monter. Les autres, on ne peut plus. Là, on a eu la chance de monter ces pyramides, ces marches, et d'être en haut et de ressentir cette énergie-là. Et on sentait comme si ça grouillait sous nos pieds tellement, enfin, personnellement, parce qu'il y avait tellement de mémoire, de culte, de vie. Vraiment, les Mayas étaient un peuple
qui à l'heure d'aujourd'hui encore on n'explique pas, mais qui vivaient, qui ont développé énormément de choses. À Koba, par exemple, il y a la tablette qui nous fait le récit de la fameuse fin du monde de 2012. Ils étaient très connectés en astrologie. Ils avaient une connaissance de la vie et cette connexion en plus avec la nature et ces êtres-là était indéniable. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, en connaissant, en rencontrant après, voilà, sur l'autre chemin, les chamans, les courandoras qu'ils appellent, c'est les gens qui vont soigner. Dans chaque village, il y a toujours une grand-mère ou quelqu'un qui est référent parce que c'est eux qui soignent. Et c'est beau parce qu'ils gardent cette culture-là. Et c'est vrai que ces connexions, ces anecdotes font que là-bas, tout se réveille, tout se réveille. Et il y a des messages instantanés sur ces lieux-là qui vous viennent, des mémoires vraiment qui vous font écho et qui sont vraiment des messages de vie importants. Il y a vraiment une énergie très spéciale, contrairement à d'autres. Et chaque lieu vraiment unique. Hein. D'accord. Et justement, alors là, tu parlais de pyramides. Donc, on rejoint un peu les pyramides d'Égypte aussi, avec ce lieu mystique. Est-ce que, comme on est là, est-ce que c'est aussi comment on appelle ça, un lieu reconnu parmi les 7 merveilles du monde? Oui, Le lieu. Chichen Itza, qui est vraiment l'une des grandes pyramides. Donc, elle a 4 faces. Et donc, pour eux, c'est important, par exemple, d'aller se fêter le solstice d'été et d'hiver là-bas. Ils font vraiment un pèlerinage en l'hommage de Quetzalcoatl, qui est un de leurs dieux qui vénèrent. Et ce qui est vraiment, pour rebondir sur ça, ce qui est vraiment étrange, c'est la connexion et il n'y a pas de limite. C'est que les pyramides d'Égypte, les pyramides qu'il y a au centre du pays, qui étaient à l'époque à des milliers de kilomètres de chez eux, qui correspondent aux pyramides du Pérou, les pyramides mayas, on va toujours retrouver la même configuration, les mêmes représentations, que ce soit des mêmes dieux, des mêmes divinités et de un peu tout ce qui se passe. Et surtout, la création de ces pyramides est quand même construite sur la même base. Donc, et tout ça à travers, dans le monde entier, dans tous ces pays autant loin l'un de l'autre, on va retrouver la connexion avec l'astrologie. Tout est fait en fonction des astres. Oui, et de l'équinoxe aussi. Oui, tout à fait. Tu vois, là, déjà, tu parles énormément de. Enfin, c'est très culturel et merci pour cette richesse. Parce que c'est vrai que nous, on est loin. Enfin, moi, comme beaucoup le savent, moi, je viens de l'île de la Réunion. Là, je suis actuellement en Australie. Et c'est vrai que le Mexique, pour moi, c'est l'autre bout du monde. Et pour beaucoup d'ailleurs qui sont connectés et qui vont peut-être regarder en replay, ils vont se dire, enfin voilà, c'est loin. Mais justement, alors par rapport à la sécurité, parce que toi, tu es une femme, tu es partie seule au Mexique, parlons un peu de la sécurité. Est-ce que tu t'es sentie protégée, en sécurité? Comment ça s'est passé, justement? Alors, il est vrai, voilà, que le Mexique, il y a beaucoup d'appréhension sur ce pays-là. Personnellement, voilà, en 3 ans, je n'ai eu aucun problème de sécurité. Après, tout en respectant les règles de base. Alors, il est vrai que c'est quand même déconseillé de se promener toute seule la nuit, comme étant une femme. Au Mexique, les normes ne sont pas les mêmes. L'insécurité est présente surtout vis-à-vis donc de tout ce qui est les cartels. Malheureusement, c'est quand même quelque chose de présent et de réel. Alors, il ne faut pas se fier qu'à la science-fiction de Netflix, mais c'est une réalité au Mexique. C'est un commerce, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, qui fait vivre du monde parce que le Mexique reste un pays quand même sous-développé encore à l'heure actuelle. Mais étant étrangère, sincèrement, on reste en dehors de tout ça, voilà. Après, je dis pas qu'il faut pas être au mauvais endroit au mauvais moment, mais aucun problème d'insécurité. La ville la plus sûre, Mérida, aucun problème, très sécurité. Donc dans le Yucatan, qui est un État donc très touristique vis-à-vis des Mayas, qui est très bien. Je prends un peu plus de précautions sur Cancun à l'arrivée, par exemple, de l'aéroport, les gens qui vont se diriger là-bas. Un peu plus un peu plus attention sur Cancun directement, surtout la nuit. Après, aucun risque la journée, il n'y a aucun problème. Pour tout ce qui est du voyage en soi, tout est très bien organisé dans le sens où il y a beaucoup de bus. Donc, tout peut se faire en navette, en bus.
on peut vraiment, on n'est pas obligé de louer une voiture pour se déplacer, suivant bien sûr le road trip ou le voyage envisagé par certaines personnes. Et c'est à moindre coût, vraiment, les bus sont à moindre coût sur ça. D'accord. Ok. Bah déjà, c'est bien. En tout cas, tu incites les femmes, enfin, parce que moi, notamment, je voyage majoritairement seule pendant mes déplacements à l'étranger. Notamment, j'ai fait l'Égypte et bien d'autres lieux. Et c'est vrai que c'est important la sécurité parce que enfin, nous, les femmes, notamment, bon, avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on a un peu de mal à se déplacer. Et là, si tu me dis que c'est safe, en sécurité, si évidemment on prend nos propres précautions, hein. Je ne vais pas dire on va sortir à 1 h du matin seul, là c'est vraiment se risquer, risquer de brûler ses ailes. Voilà. Alors maintenant, on va repartir sur les rencontres qui t'ont marqué et parler de ton parcours, on va dire là au sens initiatique et aussi professionnel. Alors, les rencontres ont été, voilà, la découverte, premièrement, donc des registres akashiques qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont vraiment aidé à voir un peu l'invisible et à cette connexion. Et une fois que j'ai remarqué, voilà, que la guérison a été mise en place et une augmentation, on va dire aussi forcément de la fréquence vibratoire, j'ai rencontré tout simplement des gens, mais presque dans la rue, comme ça, le hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard, hein, mais vraiment, on se dit, mais c'est pas possible. Et donc, ça a démarré comme ceci, et puis de fil en aiguille, que ce soit quelques mots de patients qui résonnent et qui n'étaient pas anodins. Et puis, c'est vrai que donc, une fois que j'ai eu ma formation donc de thérapeute holistique, dans les registres akashiques, j'ai vachement on a développé des rencontres autour de la lithothérapie, donc tout ce qui est les pierres. Là-bas, il y a aussi quand même beaucoup de mines, c'est très riche, et donc cette connexion aux pierres. Après, ça a débordé sur tout ce qui est naturopathie, les plantes. Et entre autres, voilà, j'ai pris un diplôme et j'ai rencontré donc une maestra, comme ils disent, un maître, une maître vraiment en médecine traditionnelle mexicaine. Et donc, à travers ça, j'ai vraiment appris et connecté sur le fait de comment est-ce qu'ils se soignent, comment est-ce qu'ils voient les choses. Et alors, cette vision de médecine traditionnelle, c'est vraiment d'associer l'âme et l'esprit avec le corps. Et tout simplement avec la nature qui nous entoure. Ils sont très conscients de ce qui se passe. Et pour eux, ils ne peuvent pas dissocier. Alors, un exemple qui est fabuleux, c'est que dès que quelqu'un a un choc, par exemple, pour eux, eh bien, ils retournent sur le lieu du choc et ils vont invoquer, ils vont travailler pour faire revenir une partie de l'âme de la personne à soi. Parce que pour eux, quand il y a une blessure, quand il y a quelque chose, c'est une partie de ton âme qui part. Et donc, ce qui est au final très, très sain, ils vont juste le rechercher et le remettre à sa place. Et donc, ils parlent aussi beaucoup du mauvais œil. C'est souvent le mauvais œil, ils vont venir l'enlever ou le remettre. Et c'est souvent simplement par la pensée. Et ils ont cette conscience et cette notion de par la pensée et de l'âme et de l'esprit. Ils font la distinction entre les deux. Hein. Et donc, j'ai connu donc, ma maestra, vraiment, qui nous a appris ça durant une année et qui nous a transmis vraiment ces cultures donc, de tout le Mexique parce que donc, il y a la zone maya, il y a la zone aztèque. Alors, les Incas, eux, ils seront beaucoup plus. Là, les Incas, c'est tout ce qui est le Pérou, Équateur, voilà. Mais c'est vraiment 3 civilisations, pré-civilisations colombiennes qui ont fait naître tout ça. Et donc, cette culture mexicaine fait que leur médecine était naturelle, était se soigner par eux-mêmes et surtout grâce à leurs esprits. Et ils n'ont pas cette notion, ils ne voient pas la mort comme nous, peut-être en Occident, on voit la mort aussi. Hein. C'est pour ça que la fête des morts est quelque chose de très important au Mexique. Pour eux, c'est le moyen, c'est le portal. Par exemple, le 31 octobre, c'est leur portal pour fêter, pour festoyer avec leur famille défunte, mais qui sont là. Pour eux, c'est pas parce qu'ils arrivent bien à dissocier que le corps n'est plus là, mais pour eux, l'esprit est là et il reste avec eux. Et ça, c'est une vision que nous, occidentales, nous n'avons pas. Nous n'avons pas parce qu'on voit ça comme quelque chose de triste. Eux, ils voient ça comme une transition, vraiment. Ils ne voient pas ça comme un départ court et ferme, ils voient vraiment ça une transition. Et cette culture-là aussi, cette approche avec la mort a changé aussi beaucoup ma vision. Mais ces rencontres, et puis des chamans, j'ai découvert les temazcal, par exemple, ça fait partie des médecines. Alors, le temazcal, c'est une tente de sudation.
où on va rentrer à l'intérieur et on va travailler avec les esprits, avec la nature, avec les 4 éléments, donc le feu, l'air, la terre et l'eau. Ils demandent à ces éléments-là, donc pour moi, la terre, vraiment l'environnement, de nous aider. Et ces chamans-là connectent avec ça et toutes les manifestations possibles. Et ces rencontres font que ça a été, après le lieu, le lieu fait que ces rencontres-là appellent les gens connectés, appellent les gens en recherche de sa nation. Donc de sa nation, on va dire que c'est la guérison en français, pardon. Mais ces lieux-là nous connectent tout simplement parce que c'est vraiment un puits d'énergie. Alors juste, je veux rajouter un petit truc. Chez nous aussi, dans le Yucatan, il y a ce qu'on appelle les cénotes. On n'a pas parlé. Et pour eux, les cénotes, c'était l'inframundo, c'était l'intramonde, c'était les portes d'entrée à l'autre monde. Et une des choses qu'ont réalisé les Mayas, c'est souvent quand ils sentaient qu'ils allaient mourir, eh bien, ils allaient simplement se mettre en cénote et se laisser mourir dans le cénote. Et donc, le cénote, c'est une cave d'eau qu'on peut voir à la surface, qui a été créée à l'époque quand l'astéroïde, la météorite, c'est venu à l'époque des dinosaures, l'extinction, elle s'est écrasée justement dans la péninsule du Yucatan. Et donc, ces cénotes-là regorgent d'eau douce, ils n'arrivent pas forcément à expliquer pourquoi c'est rempli d'eau douce, alors que c'est connecté en même temps à la mer. Donc, ça filtre. Et donc, ce canal-là, cette connexion-là aussi avec l'univers, l'autre univers, pour eux, est très important. Et ces cénotes regorgent d'esprit, regorgent de connexion et de terre. Et donc, il n'y a pas de hasard. On va toujours rencontrer des gens qui... Et c'est souvent des phrases un peu, pas anodines, qui font tellement écho. Moi, je buvais un café, un jour, quelqu'un passe devant moi et me dit... Ah, mais vous avez une belle âme et vous revenez de là. Et il me parle d'autres vies, qu'on était connectés. Et c'était tellement normal que, mais ok, c'est normal. Il y a ce monde spirituel qui est omniprésent par les personnes, par les âmes là-bas, qu'on se reconnecte. Il faut le vivre. Voilà. Oui. Je vais faire une petite transition parce que je vois derrière toi, il y a un objet. Je pense que ça vient du Mexique, ce que tu as Voilà. derrière. C'est un des attrape-rêves, donc plus modernisé que certains, les anciens, mais les attrape-rêves sont quelque chose aussi d'emblématique pour eux. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans la zone touristique où je suis, ils vivent énormément de ce tourisme et ils essayent de faire perdurer leur tradition aussi artisanale. Donc, ils fabriquent énormément de choses à la main et c'est vraiment de l'artisanat, mais merveilleux. Puis, ils ont des beaux matériaux. Donc voilà, et entre autres, c'est vrai que les attrape-rêves sont quelque chose de très typique. Alors, celui-ci est beaucoup plus moderne, mais il vient du Mexique. Donc voilà, j'y tiens énormément. C'est un petit coup d'œil, enfin un petit clin d'œil, pardon, au Mexique, puisque c'est dommage en fait qu'on ne puisse pas mettre la vidéo en espagnol, puisque c'est la langue en fait du Mexique. Mais on va le faire en français. Et puis, à l'occasion, si tu as d'autres personnes du Mexique qui t'en parlent, tu pourras leur donner voilà, leur montrer la vidéo. Alors maintenant, on va aller sur la partie pratique et parlons de tout ce qui est comment s'y rendre, par quel vol, par quel pays, quel est le décalage horaire, par exemple. Enfin, des infos plutôt générales pour pouvoir s'y rendre. Alors, à travers la France métropolitaine, donc le plus simple, la France, l'Europe, on va dire que moi, j'ai souvent eu tendance à prendre les avions de Madrid par la compagnie Evelope, qui est en général la plus économique. Donc, tout simplement, aller-retour, on en a pour moins de 600 €. Voilà. Donc, de Madrid, premièrement. Après, de Paris, c'est les Air France, qui sont un peu plus onéreux, mais qui sont aussi peut-être plus directs pour certaines personnes. Et le plus intéressant et avantageux que je recommande à tous ceux qui peuvent le faire, c'est des vols de Bruxelles en direction de Cancun, donc des directs encore, qu'on peut accéder à des vols à 250 € aller. Voilà. Wow. Donc, vraiment, c'est beau, c'est très intéressant. Au niveau du coût du billet, pour 400 €, 500 €, on peut avoir des allers-retours suivant les périodes. Donc là, avec le Covid, évidemment, c'est un petit peu plus excessif parce qu'il y a plus de restrictions. Mais j'invite vraiment les gens à venir passer, je pense, au moins 15 jours, vraiment, pour pouvoir découvrir et s'imprégner un petit peu, parce que le Mexique est très étendu, c'est quand même 4 fois la France. Donc, pour faire un petit peu un tour d'horizon, ne serait-ce que dans la région Yucatan des Mayas et découvrir un petit peu ces temples, ces pyramides emblématiques, profiter un peu de la plage, 15 jours, c'est quand même bien. La vie sur place n'est pas excessive.
Vraiment, on peut manger pour 5-10 € facilement dans des petits villages, voilà, quand on est plus en road trip. Après, la zone touristique est un peu plus excessive. Du côté de Tulum, qui est à l'heure actuelle très côtoyée par un petit peu la jante new-yorkaise, voilà, qui est un peu à la mode pour aussi tout ce qui est la fête. Mais vraiment, quand on s'imbibe et qu'on veut voyager local, le budget n'a pas besoin d'être très conséquent. On s'en sort très, très bien. Après, voilà, 4 fois la France, c'est énorme. C'est très, très grand. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du décalage horaire, on n'a pas toujours le même décalage horaire avec la France. Parce que entre le Yucatan, par exemple, et Cancun, il y a 1 heure de différence, suivant la moitié de l'année. Donc, on est toujours entre 6 heures et 7 heures de moins que la France. Voilà. D'accord. Oui, c'est intéressant. Et alors, quelle est la vision, bon, on reste quand même dans les infos pratiques, quelle est la vision des étrangers pour un Mexicain qui vit Alors, les Européens sont bien vus. Les Européens sont bien vus parce que de par peut-être notre culture aussi, mais on est beaucoup plus aimable. Il n'y a pas de il y a pas de racisme vraiment envers les Européens. Les Français sont quand même bien acceptés en général parce qu'on est peut-être plus respectueux que certains. Je sais que le conflit qu'il y a un petit peu, c'est souvent les Américains ou Canadiens qui sont perçus un petit peu comme des gens venant un peu trop s'approprier leur terre, parce qu'il y a beaucoup voilà, de commerce aussi au niveau immobilier. Il y a la côte est remplie donc d'Américains ou d'étrangers, mais on va dire du continent des États-Unis. Voilà, donc c'est un petit peu plus difficile avec eux, mais aucun racisme, on est très bien accueillis. Hein. D'accord, bon, ouais, super. Déjà, c'est quelque chose qu'on craint souvent quand on part à l'étranger et surtout quand on vient de loin, on se dit, enfin voilà, on appréhende. Alors, on va repartir sur ta profession maintenant et repartir sur, donc tu es thérapeute, il faut le savoir puisque tu parlais de lecture akashique, mais pas que. Alors, nous voulons savoir plus, oui. Alors, de formation, donc je suis chiropracteur et pour moi, c'est tellement important donc de prendre le corps dans sa globalité. Donc, à la base, je suis censée soigner le corps. Et puis, au final, je me rends compte que avec l'expérience, je soigne plus l'âme et les énergies qu'autre chose, non? Alors, c'est à travers cette profession vraiment que j'aide et j'incite, pardon, aux personnes à prendre cette conscience que le corps est vraiment une forme d'expression de soi. Et donc, dans ce parcours-là, maintenant, j'ai mis en place d'autres formations et je complète tout et je fais un peu un mix. Donc, ma vision en tant que chiropracteur est très globale. Donc, je vais travailler sur l'alimentation, sur l'environnement de la personne et ce que j'ai mis en place, c'est des bilans holistiques. C'est-à-dire que dans l'accompagnement en cabinet ou en visio, le bilan holistique consiste avec la personne à pouvoir mettre en place des clés et des solutions pour un bien-être. Donc, je vais travailler avec la lithothérapie, les pierres, je vais travailler avec les huiles essentielles, je vais travailler avec la naturopathie, les plantes. On va vraiment reconnecter quel est le besoin de cette personne-là. On va travailler sur certaines choses. Et puis, ce côté coaching aussi, voilà, que j'ai acquis, j'aide mes patients à vraiment une introspection. Donc, vraiment, un côté coach, un côté chiropracteur. Dans tout ça, donc la thérapie des registres akashiques nous servent énormément pour déceler vraiment qu'est-ce qu'il y a. Je travaille aussi avec une autre thérapeute avec qui on a des séminaires en commun sur la constellation familiale. Donc aussi un pas important pour comprendre cette mémoire cellulaire qu'on a. Au Mexique, la biodécodification est très importante. C'est quelque chose encore de méconnu en France, mais ça va venir changer ce côté mémoire cellulaire vraiment. Et évidemment, à l'heure actuelle, je me sers énormément de la médecine traditionnelle mexicaine pour pouvoir reconnecter aussi les personnes. Et c'est très bien accepté. J'avais très peur au début de ce côté un peu chiropracteur, médecin, voilà, il faut que ce soit sérieux, scientifique. Et au final, je vois que vraiment les gens sont en recherche de ça et sont ouverts à comment est-ce que je travaille. Et comme toi, la première, on va travailler avec le corps, mais tous les corps éthériques, aussi énergétiques, l'aura. Et les gens sont très réceptifs à ça. Et au final, quand il y a une explication et qu'on leur explique, ils sont très ouverts.
Donc, c'est vrai que mes thérapies sont variées et on va faire surtout en fonction du besoin de la personne. Et donc, je vais aux États-Unis voir des patients. Je suis au Mexique, là, à l'heure actuelle, en France. Et ces bilans holistiques sont disponibles par vidéo, par Zoom. Autant les registres akashiques aussi. Vraiment, avec un grand plaisir, on peut faire tous ces bilans ensemble. D'accord. Alors, chiropracteur, est-ce que c'est uniquement pour les humains ou aussi pour les animaux? Voilà, pour les deux. Donc, je m'occupe des deux depuis que j'ai eu ma spécialité. Donc, ce métier donc, de chiro, je le partage avec ma passion pour les chevaux. Donc, je travaille avec énormément aussi de chevaux. Alors, au Mexique, essentiellement de polo. En France, plutôt d'endurance et de compétition. Mais les animaux ont une âme et sont connectés aussi. Et c'est vrai que de travailler avec eux, c'est un réel plaisir. Alors, je fais les chiens aussi. Donc, si vous êtes, je suis dans le Gard, tout ce qui est le Gard, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône. Voilà, si vous avez besoin, je me déplace à domicile, étant en France, même pour les personnes, avec grand plaisir. Alors, jusqu'à quelle date tu es en France pour que les personnes puissent... Encore tout le mois de janvier. Voilà, pour l'instant, le mois de janvier. Et puis, je vais mettre en place, d'ici quelques mois, un retour en France et un cabinet par ici. Ok, et ben voilà, l'appel est lancé. Est-ce que donc tu fais aussi à distance? C'est ce que tu as dit? Voilà, je fais à distance pour tout ce qui est les soins énergétiques et bilan holistique complet sur la personne pour pouvoir lui donner des clés à l'aide de choses naturelles. Voilà. Eh ben, j'ai toujours les mots qui me viennent en anglais. Je suis désolée, c'est parce que j'habite depuis une année presque en Australie et donc tout vient en anglais. Donc on a gardé les 30 minutes qui étaient réservées donc pour cette interview. Et donc déjà, merci infiniment pour toutes ces informations qui étaient, comme je disais, très riches. Et il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur le Mexique. Et là, maintenant, on va laisser la parole donc, aux personnes qui sont connectées. Déjà, je vous remercie, Sabrina, Maria, Nicolas. Je crois qu'il y en a d'autres. Donc, je vous remercie déjà d'être là. Et vous avez pu assister donc à cette petite interview. C'est vraiment une petite, mais ça vous donne un aperçu en fait du Mexique et de ce que Émilie fait. Donc, Émilie aussi, vous pouvez la retrouver sur Instagram. Donc, vous avez là @rourou30. Donc, si vous voulez la contacter, c'est important de la contacter sur Insta. Et puis, tu pourras, si tu souhaites, laisser tes coordonnées, soit hors antenne ou, ou à l'instant, on verra en fonction de toi. Et je laisse aussi la parole maintenant à toutes les personnes qui sont connectées et qui ont des questions à te poser par rapport au Mexique et ton voyage et puis ton installation, puisque tu t'es installée donc depuis 3 ans au Mexique, actuellement en France métropolitaine. Enfin, je précise métropolitaine puisqu'il y a la Réunion aussi qui nous a rejoints, c'est pour ça. Et la Réunion est un département français, c'est pour ça qu'on dit France métropolitaine pour tout ce qui est France. Alors, je laisse la parole maintenant. Donc, vous êtes quelques personnes à être en ligne. Nous vous écoutons. Si vous avez des questions à poser à Émilie, c'est le moment pour qu'on puisse élargir un peu plus le débat. Parce que là, en fait, on a posé quelques questions générales, d'ordre général, et maintenant, on aimerait, ne soyez pas timide. Évidemment, on est aussi sur Instagram, mais là, c'est un peu différent puisque YouTube, c'est une plateforme beaucoup plus large. Et c'est le moment de vous exprimer, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Sachez que c'est une première, hein, c'est une première pour moi et avec Émilie. Donc, on essaie de faire pour le mieux, en tout cas pour vous apporter cette énergie, puisque énergie cornaline, tiens, Nicolas a une information. Est-ce que tu vois aussi les commentaires, Émilie? Ok. Oui. Alors, c'est vrai que la Réunion, alors j'ai pas eu la chance de visiter la Réunion,
mais je pense évidemment qu'il y a beaucoup de similitudes sur la force aussi. Pour ma part, je pense que Clarisse va confirmer. Vivant au bord de la mer, ça change énormément. Et cet élément-là de l'eau, chez nous, en tout cas avec les cénotes, avec la mer, est très, très présent. Donc, la Réunion, je pense qu'aussi, cet élément-là est quand même très fort et se manifeste énormément. J'imagine le feu, forcément chez vous aussi, mais ce côté eau, mer est très fort. Mhm. Oui, après, au niveau de la Réunion, ben, on est sur une île, donc évidemment, on vit au bord de l'eau, hein. Enfin, on est entouré par l'eau, mais c'est vrai que la Réunion, je rejoins Nicolas, la Réunion ressemble beaucoup, en tout cas au niveau des esprits, puisque tu parlais des esprits, la connexion aux esprits et puis la guérison par les esprits. Donc la Réunion aussi se rapproche beaucoup de cette méthode, en fait, de guérison. Oui, voilà. Sauf qu'à La Réunion, on les appelle, je crois, les guérisseurs ou les guérisseuses, hein, tout simplement. Donc des termes français, mais ça peut être considéré comme des chamans. Voilà. Et là, il y a Maria, donc, qui a vécu quelque temps à Mayotte, une île qui se trouve à côté de La Réunion. Et là, elle te dit qu'apparemment, à Mayotte aussi, les énergies sont très fortes. Ah oui, 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 mais je pense qu'aussi, après, peut-être tout le monde va me rejoindre sur ce point. À l'heure actuelle, l'énergie qui s'accélère, on ressent énormément plus de choses. Et je pense que ces années, récemment, les générations qui sont en train de venir et qui sont là, reconnectent beaucoup avec tout ça. Et encore plus, je pense qu'on avait un peu mis un tabou sur certaines choses ces dernières années, la génération peut-être de nos parents et grands-parents. Mais au final, on revient à la source, vraiment, on revient à quelque chose qui est ancestral et qui était là de base et qu'on a voulu un peu oublier de par la société et ce monde-là. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un réveil de conscience ces 5 dernières années qui a été pour moi et qui est un élément encore déclencheur de guérison. Et après, bon, on voit tout ce qui se passe, les astres. Autant en Australie, ben, voilà, les feux qu'il y avait, ça a nettoyé le Covid. Bon, c'est une chose, mais tout ça, c'est un rebondissement et je pense que cette prise de conscience et ces éléments sont en train de bouger pour réveiller ces gens et tout le monde. Et je pense que les éléments, voilà, les lieux forts en énergie déjà ancrés sont en train de bouillonner et d'exploser. Donc, tout, que ce soit la Réunion, Mayotte, même en Australie, en Nouvelle-Zélande, ces lieux qui étaient connectés depuis des millénaires sont en train de réveiller énormément de conscience et commencent à atteindre beaucoup plus de gens que seulement les gens qui étaient peut-être un peu plus sensibles il y a quelques années. Maintenant, voilà, je pense que ça réveille beaucoup plus de gens. Et il faut, parce qu'on est là pour l'ascension de la lumière quand même. On va pas, on n'oublie pas la mission. Notre mission divine à chacun d'ailleurs. Et d'ailleurs, je fais une petite transition avec les énergies. Et puis là aussi, on est en 2020, les énergies justement d'équilibre, hein, où justement on sort de notre cadre rationnel et justement on sort du cadre en tant que tel. Et comme on dit en anglais, to be out of the box. Et on sort vraiment de ce cadre où on nous a mis dedans, en quelque sorte, par le conditionnement, évidemment, et bien plus. Mais là, en fait, on sort de notre être et on va vers quelque chose de plus grand et quelque chose qui n'est pas palpable au sens réel, puisque les énergies, on le ressent, mais on ne sait pas, on le voit pas spécialement. Exactement. Et puis, c'est ce que j'ai fait la relation. Il n'y a pas de coïncidence. On a fait le live aujourd'hui le 30, qui est aussi la pleine lune en cancer. Et cette pleine lune, vraiment, elle nous invite à, hop, une autre énergie. On change. Donc, c'est pas pour rien, voilà, qu'on a pu réaliser ce live aujourd'hui. Et je peux être que dans la pleine gratitude vraiment de tout ça. Et vraiment, c'est un bon commencement pour 2012, pour 2021, pardon. Oui, L'effet miroir. oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Maria nous dit que malgré la distance donc avec Mayotte, elle se sent toujours liée à cette île, hein, puisqu'elle est repartie en France métropolitaine. Et elle dit qu'il y a une espèce d'attraction, je pense que c'est au niveau des énergies,
qu'elle parle, qu'il y a toujours cette attraction, elle se sent liée. Mais on parle aussi, moi je dirais, là je rajouterais les vies antérieures, puisque nous avons tous eu des vies, donc on s'est tous réincarnés plusieurs fois, plusieurs centaines d'années et bien moins ou bien plus, et que ben, forcément nous avons ce lien de connexion avec telle ou telle destination, tel ou tel pays. Toi avec le Mexique, moi avec l'Australie, puisque j'y suis en ce moment, Maria avec Mayotte, donc voilà, et Nicolas avec La Réunion, puisqu'il est actuellement sur l'île de La Réunion. Alors Nicolas, je lis ton commentaire. Désolée, j'ai pris la vidéo en fin seulement, mais il y a-t-il des adresses, entre guillemets, des adresses de personnes pour les soins holistiques au Mexique, des personnes qui seraient accessibles pour un apprentissage holistique? Alors oui, alors la question, je t'invite donc à me contacter en privé et avec grand plaisir, je te donne mes contacts. Alors la plupart seront en espagnol, donc ça va peut-être être la barrière. Après, alors pour les soins holistiques, il y a plein de choses à faire là-bas, plein de possibilités de sanation. Au Mexique, il est quand même implanté quelque chose qui vient du Pérou, qui est aussi la ayahuasca. Donc c'est vraiment prendre aussi une plante un peu hallucinogène qui nous fait un peu transcender. Donc même que ce soit pas du Mexique, c'est du Pérou, mais ça se réalise énormément et c'est considéré comme vraiment un soin holistique. Les temazcals nous permettent vraiment de nous nettoyer et de nous faire avancer. Et donc j'ai beaucoup d'adresses de par chez moi que je connais. J'ai ma maestra en médecine traditionnelle, elle qui habite dans le centre du pays, qui connaît énormément de chamans et qui est littéralement, alors pour employer le mot, on va dire brujas, c'est sorcière, mais c'est ça, c'est de la magie. Le Mexique est magique. Et puis voilà, et après, il y a beaucoup d'influence, hein, il ne faut pas se leurrer. Alors, on parle là de bonne énergie et ça, mais le Mexique est aussi chargé en énergie négative. Donc, c'est vrai que toutes ces personnes-là, dans la lumière, sont là aussi pour établir un équilibre. Et donc, c'est vrai que on connecte avec différentes personnes et bon, forcément avec sa vibration, ce qu'on attire, hein, mais ces apprentissages sont ouverts. Les gens sont intéressés à partager ces savoirs-là. Moi, dans mon cas, de médecine traditionnelle, de registre akashique. Alors, la plupart du temps, c'est en espagnol. Voilà, ça, par contre, c'est sûr. Et puis, mais sur place, il y a énormément de soins et je peux recommander des chamans ou voilà. Oui, sans problème. Ouais. Et ben voilà. Donc, Nicolas, je t'invite à contacter Émilie sur Instagram, @rourou, ROU 30, entre autres. Hein. Donc ça, c'est ma page personnelle et ça me tenait à cœur de le faire, de partager avec vous ce côté un peu plus intimiste et personnel. C'est pour ça que ma page est beaucoup plus spirituelle. Après, j'associe avec mon compte ma page professionnelle plus chiropracteur. Mais voilà, ça me tenait à cœur de faire ça de ma personne et de ma page personnelle. Donc avec grand plaisir. Merci bien. Alors, est-ce que... donc, Nicolas, il te dit, donc j'ai bien sûr entendu il a entendu parler de l'ayahuasca, mais il ne sait pas forcément, ce n'est pas forcément intéressant. Je la recommande de ne pas la prendre au Mexique parce que c'est une plante, c'est une écorce, donc on va prendre, qui est modifiée et qui va prendre. Moi, je la recommande de la prendre au Pérou. Il y a beaucoup... alors, au Mexique, si on la prend, pas avec n'importe qui, parce que c'est quand même important. Il faut quelqu'un qui gère et qui gère les personnes qui sont en transe parce qu'il y a beaucoup de choses qui se connectent et qui viennent parce que c'est un peu comme si on ouvrait un portal de prendre l'ayahuasca. Donc, c'est quand même important. Oui, il ne faut pas le prendre avec n'importe qui. Il ne faut pas le prendre n'importe quand. Il ne faut pas le prendre dans certains lieux. Moi, j'ai fait une anecdote, une amie qui a fait une cérémonie d'ayahuasca dans un cénote. Et tout simplement, elle avait son ami chaman qui le gérait. Ils ont commencé avant même de commencer, il y avait déjà tout le monde. Et c'était un peu, elle le reconnaît, enfin, ils le reconnaissent que ils étaient très imprudents à l'époque. Et quand ils ont commencé, j'en ai des frissons rien que d'en parler. Quand ils ont commencé à ouvrir la séance, et même avant, le chaman et elle, ils ont vu les gardiens du cénote qui a dit, ici, vous allez mourir. Donc, c'est quand même très, très fort. Et en fait, dans le voyage à eux, ils savent très bien qu'ils ont dû implorer le respect
et presque le pardon et vraiment le respect à ces êtres qui étaient là sur ces lieux-là. C'est même pas des entités, c'est vraiment l'esprit qui était là et ancré et qui leur ont laissé voir qu'ici, ils venaient mourir. Et en fait, que le cénote était un lieu de sépulture vraiment où ils mouraient. Et c'était leur lieu de paix. Alors, eux, ils sont venus prendre leur ayahuasca sur leur lieu de paix à eux, ça leur a pas trop plu. Ça a été apparemment une séance très très forte parce qu'il a fallu maintenir l'énergie de ça. Alors déjà, quand on s'y connaît, entre guillemets, c'est pas simple à gérer les énergies des uns des autres, mais en plus, il a fallu contenir toutes les autres personnes qui étaient donc novices et qui venaient de prendre quelque chose qui était un portal aussi. Et donc, autant un portal pour nous pour y accéder, mais autant pour eux pour accéder à nous. Donc oui, il ne faut pas le faire avec n'importe qui et n'importe où. Et moi, personnellement, je recommande de la prendre dans son pays natal ou d'où vient cette racine, parce qu'elle vient du Pérou, elle ne vient pas du Mexique. Il y a des milliers de kilomètres et je pense que c'est important de la prendre de où elle vient dans sa terre. Après, c'est mon avis et mon opinion personnelle. Chacun est responsable et fait ce qu'il veut. Mais voilà, je pense qu'il y a plus le peyote, par exemple. Ça, c'est mexicain. Alors, le peyote, c'est juste fumer une herbe. Voilà, c'est plus soft, entre guillemets, plus soft, voilà, parce que ça ne va pas mettre en transe ou en déconnexion. Mais vraiment, l'ayahuasca, c'est très fort. Voilà, enfin... Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il ne faut pas prendre le premier chaman au bord de la route. Venez pour une session. Non. Il faut le faire avec des gens sérieux, avec des gens puissants dans le sens où qui maîtrisent les énergies. Parce que, voilà, le Mexique grouille d'énergie, grouille de bonnes et de mauvaises énergies. Et ce gros groupement de tant de personnes, voilà, n'est pas pour rien aussi. C'est pour gérer un équilibre parce que dans l'astral, on est toujours en conflit du bien et du mal. Bon, je parle peut-être un peu trop, mais je pense que les gens connectés ici comprennent très, très bien. Et voilà, et ce monde astral, la barrière est très fine là-bas. Donc, tout ce qui est les cérémonies, ça va se ressentir très vite, l'énergie. Et c'est vrai que les cérémonies mayas aussi font beaucoup d'offrandes, ce qui est très, très beau. Ils respectent énormément. Ils font beaucoup d'offrandes et de cérémonies et de cercles de femmes. Et juste, ça me fait penser qu'il y a aussi le cercle des danseuses de la lune et des danseurs du soleil. Donc ça, c'est typique du Mexique, c'est-à-dire que c'est des femmes qui se réunissent et pour implorer donc les 4 éléments, dansent pendant 48 heures autour du feu et avec des rituels. Donc tout ce qui est les sumarios, c'est les gros pots avec le copal, par exemple, pour saner. Et c'est vraiment ces femmes-là, on les appelle aussi les femmes médecines, les femmes médecins, de médecine vraiment. Et elles sont là aussi pour faire la connexion avec ce monde-là, mais surtout gérer cet équilibre-là. Et c'est ça qui est merveilleux, mais qui est une mission qu'on doit accepter parce que c'est des vraies petites guerrières, c'est des vrais ou des guerriers, mais c'est vrai, c'est relativement ça. On est les gardiennes d'un certain équilibre. Et donc, quand on rentre, on met un pied là, alors c'est pas on veut entrer dans ça. Hein. On est attrapé et on y arrive. Le destin fait que on y arrive et c'est son cheminement et c'est son destin. Quelque part, on n'a pas le choix, c'est notre mission. Voilà. Et donc, moi, j'ai rencontré des femmes comme ça. Je fais partie plus ou moins de certains groupes là-bas. Et donc, il y a beaucoup de groupes de femmes. Et c'est important. Mais c'est important de garder cet équilibre-là. Mais c'est une lutte aussi pour l'équilibre. Et oui. Voilà. Quand il y a la lumière, il y a toujours l'ombre. Et donc, il y a toujours le combat, bien et mal, ou lumière, lune, soleil, ou lumière et pénombre. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, apparemment, Nicolas, il aimerait bien rencontrer une vraie sorcière mexicaine, même s'il ne parle pas espagnol. Ça, donc, il verra avec toi. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore on va dire une dizaine de minutes, parce que Émilie a bien parlé et elle a bien dégrossi en fait le Mexique, les énergies, le rôle des femmes, les guérisseuses, les chamanes. On a parlé aussi de l'ayahuasca, etc. Donc, il y a beaucoup de belles découvertes que moi, j'apprends là maintenant à l'instant, puisque je connaissais rien en fait du Mexique, si ce n'est que je te connaissais toi, puisque on se connaît depuis quelque temps en fait, et quand tu étais justement au Mexique, on a eu l'occasion de faire des séances ensemble. Et donc, une anecdote de mon ami que tu as pu faire un soin à
Vas-y. Clarisse voilà, j'ai recommandé Clarisse à une amie mexicaine et très, très connectée, qui elle aussi est très connectée aussi avec le monde de la nature et vraiment, c'est la réincarnation de, alors, d'un être de la nature, voilà, si on peut dire ça comme ça. Et elle ressent énormément de choses et elle est très, très connectée, mais elle a une mémoire karmique qui était quand même très, très lourde. Et donc, Clarisse lui a fait une séance et moi, j'étais là en tant que traductrice. Et ça a été mais d'un intense comme jamais. Et pour moi, pour Clarisse, pour elle, vraiment, on a vu quelque chose sortir de mon amie qui était toute petite, frêle, petite blondinette. Et là, on a dit, qu'est-ce qui se passe? Donc, je te laisse la parole. Oui, bah, tout simplement. Alors, bon, aujourd'hui, on en rit, mais à l'époque, on n'a pas ri, hein. Non, non, Ça, on n'était pas sereine. non, parce que justement, bon, bah, déjà, Nicolas, merci Nicolas de ta présence pour tes questions. Et on se retrouve à très bientôt. Je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on aura l'occasion d'en rediscuter. À très vite. Merci, À Nicolas. bientôt, merci. Oui, donc cette amie donc, avec qui on a eu une séance, donc c'était une séance à trois puisque tu étais là, comme tu dis, comme traductrice. Et effectivement, elle a été à un moment, ce n'était plus elle en fait, avec qui j'ai eu affaire. Et en fait, ces esprits, entre guillemets, quand je parle d'esprit, c'est pas forcément de bon, hein, mais ces esprits m'ont parlé dans leur langue et ils étaient très en colère, très très en colère, je me rappelle. Et donc après, on a dû, voilà, on a dû temporiser parce que effectivement, quand on est face à des esprits en plus on ne savait pas leur provenance. Tiens, ça coupe. Oui, non, mais là, il y a. Oui, j'ai pas de présence là. Ouais, voilà. Bon, bref, on va s'arrêter là, mais c'était juste pour dire que quelquefois, il faut faire très attention quand on est surtout en séance. Enfin, moi, je fais des rituels de déblocage et ces rituels de déblocage, quelquefois, peuvent nous emmener très, très loin. Et d'ailleurs, mon téléphone aussi fait du sien. Tout va bien. Je mets la flamme violette pour nettoyer, purifier. Voilà, mais c'est important de faire très attention parce que quand on est en présence du bien, on est aussi en présence du mal. Et quand on est en ces deux présences, il faut temporiser et il faut toujours travailler avec le cœur et travailler avec l'amour parce que quand on est sous la colère, là notamment la pleine lune, si vous travaillez avec un esprit maléfique ou autre, c'est plus difficile de libérer cette personne. Donc c'est pour ça que je fais très attention dans mes séances. Maintenant, en tout cas, à l'époque aussi, mais maintenant encore plus, avec les énergies montantes de la Terre, il faut bien faire attention au niveau de la Lune, montante ou descendante, pleine Lune ou nouvelle Lune, et le Soleil aussi, parce que quand on travaille, moi je fais beaucoup d'exorcismes, je vous avoue, hein, je travaille beaucoup en fait sur des gens qui sont possédés et des gens qui sont pas du tout réceptifs à tout ça. Donc, il faut vraiment travailler avec le soleil et pas travailler avec la pleine lune ou encore moins avec la nuit. Donc, c'est important. Et puis, il y a aussi les décalages horaires. Donc, ça aussi, ça joue. Voilà. Donc, une petite parenthèse pour les personnes qui sont sous cet effet, entre guillemets, de magie noire et bien plus. Voilà. Avez-vous d'autres? Très bien, très bien. Oui, c'est bon. La flamme violette, elle circule. Et c'est vrai. Oui, mais souvent, oui, et c'est pour ça qu'on parle aussi de vibration. Quand on parle, on émet une vibration. Et quand on parle surtout de ces énergies, parce que je connais en fait les énergies du Mexique, puisque j'ai été en lien avec toi, grâce à toi, en fait, à cette expérience du Mexique. Et quand on parle avec ces vibrations et ces mots qu'on pose, il faut faire très attention à ce que l'on dit, parce que leurs énergies ne sont pas là pour nous aider, mais pour le contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut parler avec amour et juste raconter une anecdote. Voilà. Avez-vous d'autres questions par rapport au Mexique? Ça peut être d'ordre pratique, d'ordre professionnel, holistique, puisque c'est la thématique. On a perdu Émilie, mais elle revient dans un instant. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on arrête l'émission? Donc, déjà, j'attends qu'Émilie revienne. Là, vous voyez, on a parlé d'énergie. Et donc, on attend et on va voir.
Et oui, ça aussi, ça fait partie des manifestations qui ne sont pas forcément lumineuses, mais ça va le faire. Émilie revient. J'attends juste que les énergies puissent tranquillement partir. Voilà, ben, l'occasion pour vous, en tout cas, les personnes qui sont toujours là, l'occasion pour vous de poser des questions à Émilie, évidemment, en sachant qu'Émilie revient dans quelques instants. Elle a un petit souci technique. Et ensuite, on va reprendre et on va finaliser aussi cette émission. Voilà, Émilie est là. C'est bon. Voilà. Voilà. Bon. Émilie, alors, Maria te dit que tout ça donne envie d'explorer le Mexique. Oui, merci beaucoup pour ce partage parce que moi aussi, j'ai eu envie de partir à l'aventure encore une fois et de partir au Mexique. Bah, peut-être t'y rejoindre d'ici quelques temps, si Dieu le veut. Oui, et puis, ouais, mais elle dit, Maria, elle veut bien explorer le Mexique, mais plus toute seule. Oui, parce qu'elle a fait l'expérience de Mayotte seule. Et effectivement, c'est. D'ailleurs, on se rejoint puisque Émilie, tu as été au Mexique, donc tu vis seule au Mexique, hein, donc tu es française au Mexique. Maria était partie. Si Maria le permet, je vais juste raconter rapidement, mais les points en commun en fait entre nous. Maria, donc qui est française et qui est partie aussi à Mayotte seule. Cette année, elle est revenue là, donc il y a quelques mois. Oui, merci Maria. Oui, elle dit, Maria aussi, vu les énergies, j'ai besoin d'un guide. Oui, oui, mais pas qu'un guide, je dirais. Les guides te guideront. Pas que d'un guide, hein. Bien plus, au niveau énergétique. Et ça, justement, au niveau rationnel, on ne s'en rend pas compte, mais au niveau énergétique, et en tout cas, les personnes qui perçoivent ces énergies, c'est vrai que c'est important quand on va dans un lieu, peu importe le lieu, que ce soit le Mexique, l'Australie ou la Réunion ou la France ou ailleurs, hein, dans n'importe quel lieu où vous vous trouvez, souvent les gens qui sont rationnels, ils perdent un peu leurs moyens parce qu'ils se disent bah, je comprends rien, il y a des manifestations et je comprends pas. Voilà, oui, donc je disais que Maria, le point en commun, donc Émilie qui est partie seule vivre au Mexique, donc Maria qui est partie aussi seule vivre à Mayotte, et moi donc qui suis seule en Australie. Voilà, donc on a ces trois points en commun. Enfin, ces points communs. Ouais, c'est très beau. On chemine sur notre parcours. Oui. Oui, et en fait, chacune, on a fait notre parcours au niveau du travail, puisque c'est le travail aussi qui nous y a emmenés, et que, en fait, on revit. En fait, moi, je vois ça au niveau karmique et au niveau vies antérieures, donc, et on revit toutes ces belles énergies et on revient. Mais après, comme tu dis, dans une expérience, il n'y a pas que du bon. Il y a toujours des choses aussi à régler ou des choses à mettre en place par rapport à ces déplacements. Et la solitude aussi, hein, puisque nous sommes des femmes, donc au niveau, bon, heureusement aussi, on va dire qu'on est des femmes, parce que je pense que les hommes, ils auraient plus de mal à être seuls dans un pays que les femmes. Ouais. Donc là, c'est la solidarité féminine. Désolée pour les hommes qui regardent, mais c'est important aussi de parler de ça. Et aussi, quand on parle d'énergie, moi, j'ai remarqué que la majorité des femmes sont justement dans les énergies, plus que les hommes, qui sont un peu moins, peut-être pas, je ne sais pas, ils évoluent différemment. Mais il y a une majorité de femmes dans les énergies actuellement. Voilà. Bon, ben on va arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des gens qui sont là et en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cela, qui était, comme je vous le dis, comme je le une première. Et ça s'est très bien passé. J'en suis ravie. Oui. Malgré la technicité à mon niveau, mais ça viendra. C'est bon, je pense qu'on a tout dit. Donc, si vous voulez contacter Émilie, si tu permets, Émilie, je redonne ton Instagram
arrobase ou rourou30. Donc, c'est son Instagram personnel. Donc, ça, c'est important aussi de le préciser. Et donc, vous pouvez la contacter et lui poser des questions. Ou sinon, vous pouvez aussi me contacter donc, sur Instagram, toujours énergie.cornaline. Et donc, c'était Clarisse aujourd'hui, en présence d'Émilie pour une interview sur le Mexique, sur le parcours d'Émilie, qui a été très riche, encore une fois. Et on espère en tout cas que vous allez mettre d'autres commentaires en dessous, liker évidemment la vidéo si possible, et puis on vous redonne rendez-vous. En tout cas, moi, je vais continuer dans cette série de merci en tout cas, Maria. Donc, Maria dit merci pour ce live, les filles. Merci. Merci à toi, Maria, d'avoir participé. Et donc, on se donne rendez-vous pour une autre interview. Mais là, cette fois-ci, ce sera avec. Donc, je l'avais annoncé sur Insta. Ce sera sur une personne, donc une Canadienne cette fois-ci, québécoise, donc qui parle français et qui est partie dans un lieu sacré également. Donc là, ce sera la deuxième série de reportages. Mais ça, je vous en dirai plus dans quelques jours. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Et bien, sur ce, merci. Gratitude à vous tous. D'ailleurs, comme on dit, c'est la pleine lune, c'est important de remercier. Et donc, merci infiniment, Émilie. Merci, Maria, Nicolas, Jérôme. Il y a tellement, en fait, je vais oublier, mais voilà, tout le monde. Merci à vous. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année, puisqu'on est le 30 décembre. Dans 2 jours, vous allez fêter la nouvelle année. Pour moi, en tout cas, je vais fêter ça bien avant vous, avec 7 heures de décalage avec la Réunion et 10 heures avec la France. Donc, je vous souhaiterais une très bonne année sur Insta. Et en tout cas, merci infiniment. Prenez soin de vous. C'est important de vous libérer. C'est la pleine lune. Libérez-vous. Faites remerciez l'univers pour tout ce que vous avez, même si la vie n'est pas si facile que ça. Enfin, là, je fais un peu une canalisation parce qu'on me dit de le dire. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Mais on me dit. Donc, prenez soin de vous et de travailler encore sur vous, de vous laisser vraiment transporter par la vie. Et comme on parlait des énergies positives et négatives, donc lumière et ombre, là, c'est la même chose. Dans notre parcours, dans notre vie quotidienne, nous avons toujours ces mêmes énergies. Et il n'y a pas que le niveau transgénérationnel, puisque les ancêtres sont là, mais il y a aussi le côté karmique et le côté émotionnel, etc. Donc, travaillez sur vous, aimez-vous et appréciez cette nouvelle année qui arrive à grands pas avec un changement qui va être décisif pour beaucoup d'entre vous, surtout au niveau amoureux. Et vous allez voir que les choses vont se mettre en place petit à petit. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous embrasse. Merci Émilie encore une fois et à très vite. Merci. Bisous. Bye. À bientôt.